Au Togo, on ne parlera plus jamais de prisonniers politiques. On parlera désormais de personnes arrêtées à l'occasion d'événements à caractère politique. C'est l'appellation consensuelle que le cadre permanent de concertation entre acteurs politiques a trouvé pour désigner les prisonniers autrefois qualifiés de politiques. En réalité, les personnes arrêtées à l'occasion des événements politiques de 2018 ont commencé à être situées sur leur sort. La première vague, jugée lundi dernier par la cour d'assises de Lomé, a écopé d'une peine allant de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Un procès jugé arbitraire avec des condamnations iniques par des organisations de la société civile. Depuis longtemps, l'étiquette de détenu politique a toujours été diversement appréciée par le pouvoir et l'opposition. Selon les explications du docteur Christian Elinam Trimois, alors ministre des Droits de l'Homme, le Togo n'a pas de détenus politiques. Au fond, ce sont des éléments de langage de vocabulaire qui sont utilisés à des fins politiques, mais du point de vue juridique, ces personnes sont des détenus de délits de droit commun, précisait-il. Par ailleurs, le cadre permanent de concertation n'est pas seulement arrivé à trouver une appellation à ces détenus, il compte aussi dans les prochains jours entamer une démarche auprès du président de la République pour négocier une éventuelle mesure de grâce présidentielle. Le baromètre 2024 de NPerf, Network Performance, sur la qualité des connexions Internet mobile au Togo, met en lumière la performance des principaux opérateurs du pays. Basée sur des milliers de tests effectués par les utilisateurs, l'étude révèle que Move Africa Togo offre l'expérience globale la plus satisfaisante en matière d'Internet mobile. Avec un score de 64 865 points, Move Africa Togo devance Togocom qui obtient 62 148 points. Move Africa Togo se distingue par une navigation fluide et un meilleur débit montant, atteignant 11,05 mégabits par seconde en moyenne. En streaming vidéo, il affiche un taux de performance de 80,55%. Togocom, devenu YAS pour sa part, se démarque par un meilleur débit descendant, estimé à 30,14 mégabits par seconde, un critère essentiel pour le téléchargement et le visionnage de vidéos en haute définition. Il enregistre également le meilleur taux de streaming vidéo avec 82,08%. Concernant la 4G, Move Africa Togo propose un débit descendant de 34,01 mégabits par seconde et un débit montant de 13,15 mégabits par seconde. De son côté, Togocom affiche un débit descendant légèrement supérieur à 38,40 mégabits par seconde, mais un débit montant plus faible à 8,91 mégabits par seconde. Ces résultats montrent des améliorations dans la qualité des services mobiles au Togo. La téléphonie mobile demeure un enjeu majeur, l'accès Internet joue un rôle crucial dans le développement économique et social du pays. Toutefois, des efforts sont encore nécessaires, notamment pour améliorer la couverture et la stabilité du réseau dans certaines zones rurales, afin de garantir une connectivité fiable pour tous. L'éducation au Togo continue de faire des avancées significatives. Entre 2020 et 2024, le pays a enregistré une nette progression des taux d'achèvement, aussi bien au primaire qu'au secondaire, avec des résultats particulièrement encourageants pour les filles. Selon les données, le pourcentage des élèves qui terminent avec succès les programmes d'études au primaire est passé de 87% en 2020 à 94,6% en 2024, soit une augmentation de près de 8 points de pourcentage en 4 ans. Cette progression reflète l'impact des réformes éducatives entreprises, notamment la gratuité des frais scolaires pour le primaire et la mise en place de programmes d'appui spécifiques destinés aux zones rurales et défavorisées. Au niveau secondaire, les avancées sont également notables. Le taux d'achèvement est passé de 51,7% en 2020 à 61,4% en 2024, confirmant l'importance des initiatives visant à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement post-primaire. Parmi ces mesures, on peut citer la construction de nouveaux établissements, le recrutement d'enseignants qualifiés et l'introduction de politiques inclusives pour encourager la scolarisation des filles. Par ailleurs,
Pour l'année 2025, le gouvernement a prévu un budget de 245 milliards de francs CFA pour le ministère des enseignements primaires et secondaires et celui de l'enseignement technique. Ce budget permettra ainsi d'augmenter des capacités d'accueil scolaire à travers les constructions scolaires, d'améliorer la qualité de l'enseignement à travers des projets comme le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation au Togo et le projet d'appui à la réforme des collèges. Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents dans le monde. Environ 280 000 enfants âgés de 0 à 19 ans sont diagnostiqués avec un cancer chaque année. Au Togo, environ 900 enfants sont victimes du cancer et les projections pour les prochaines décennies sont encore plus alarmantes avec une prévision allant de 9 000 à 10 000 cas par an. En effet, lorsqu'un cancer est diagnostiqué chez l'enfant, la probabilité de suivi varie selon les pays. Dans les pays à revenus élevés, plus de 80% des enfants atteints d'un cancer guérissent. Mais dans de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires, cette proportion est inférieure à 30%. Plusieurs facteurs ont été identifiés comme potentiellement liés au développement du cancer. Parmi eux, on peut citer les facteurs génétiques, l'exposition environnementale, les infections virales, le système immunitaire, les facteurs hormonaux et les anomalies congénitales. Les symptômes du cancer chez les enfants sont parfois banalisés en raison de leurs manifestations. Ces dernières peuvent être une pâleur, de la fatigue, de la fièvre, une perte d'appétit, des douleurs osseuses ou articulaires, des hématomes, des douleurs abdominales, des maux de tête, un déficit visuel, des troubles de la marche, des chutes, un torticolis, des vomissements répétés. Une question reste donc posée face à cette menace croissante. Que faut-il faire? Face à cette menace, la prévention et le dépistage précoce sont des leviers essentiels pour réduire la mortalité infantile due au cancer. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, plus connue sous le nom de CEDEAO, est confrontée à d'importants défis depuis sa création il y a 50 ans. Le dernier en date concerne le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso, 3 pays dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir à la suite de coups d'État et qui ont officiellement quitté le groupe. Annoncés en janvier 2024, les membres de la CEDEAO ont tenté de retenir ces départs. Sans succès, les 3 pays ont même formé leur propre confédération, l'Alliance des États du Sahel, AES. La position du bloc de l'Ouest, qui ne compte plus que 12 pays, est fortement affaiblie par ces départs qui affectent l'autorité du bloc. Les analystes avertissent qu'une CEDEAO plus faible pourrait fragiliser davantage une région de plus en plus fragile. La CEDEAO a tenté d'apaiser les tensions avec l'Alliance des États du Sahel en annulant en février dernier les sanctions qu'elle avait imposées et en tentant de relancer les pourparlers, ce que l'AES a refusé. L'Union a également déclaré que les échanges commerciaux se poursuivraient normalement. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont toujours membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui signifie que le commerce et la libre circulation des marchandises devraient se poursuivre entre les 8 pays membres. Quelques jours après la prise de Goma par les rebelles du M23, le mouvement a tenu son premier meeting populaire ce jeudi. Des milliers d'habitants se sont massés dans le stade de l'Unité pour écouter le message des responsables de la rébellion. Nous sommes là. Notre objectif, c'est de vous apporter la paix. Tous les enfants de Goma, dormez bien, car vous êtes libérés. Les dirigeants du M23 tentent de rassurer la population sur la situation, mais ne cachent pas leur intention de progresser vers Kinshasa, la capitale congolaise. Vous êtes libérés. Est-ce que vous voulez qu'on reste à Goma? Non. Nous allons confirmer jusqu'à Kinshasa. J'insiste, nous irons jusqu'à Kinshasa. Dans cette marée humaine, les réactions des habitants de Goma sont diverses. Le M23, comme il vient d'apporter un changement, nous voulons qu'il prenne tous les agents qui avaient pris en otage le service de l'État, car nous ne voulons plus le même système. Tous doivent être changés.
J'ai suivi le message des nouvelles autorités. Ils ont promis de bonnes choses, mais nous restons prudents. Et voyons si réellement ils vont concrétiser ce qu'ils ont dit. Le M23, soutenu par le Rwanda, continue d'avancer dans l'est du Congo, malgré le cessez-le-feu unilatéral déclaré cette semaine. Mercredi, les rebelles ont pris le contrôle de la cité de Nyabibwe, à 100 km de Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. La situation reste tendue et une rencontre est attendue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame ce week-end en Tanzanie, dans le cadre d'un sommet régional extraordinaire sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. L'activiste ougandais des droits LGBTQ+, Pius Kennedy, fait partie des nombreux travailleurs humanitaires à travers le monde qui se retrouvent sans emploi depuis que le président américain Donald Trump a décidé de fermer la principale agence gouvernementale chargée de l'aide humanitaire aux autres pays. L'USAID a été le principal bailleur de fonds pour le VIH et je dirais qu'un certain nombre de personnes, près de 20 millions, recevaient des médicaments antirétroviraux, une thérapie antirétrovirale, des services de dépistage grâce aux fonds que l'USAID nous a fournis. Nous assistons donc à une augmentation des infections, à une diminution de la suppression, à une diminution des soins et de nombreuses personnes vont maintenant être infectées puisqu'elles ne pourront plus avoir accès aux lubrifiants, aux préservatifs et aux kits d'autotest. Les personnes LGBTQ+ menacées en Ouganda craignent désormais de ne plus pouvoir demander l'asile aux États-Unis. Nous avons toujours considéré les États-Unis comme un pays vers lequel nous pouvions nous tourner si nous étions confrontés à un certain nombre d'insécurités dans le pays, si nous trouvions qu'il était dangereux de rester en Ouganda. Mais si nous recevons à nouveau de telles menaces, vous ne pourrez plus demander l'asile aux États-Unis. C'est certainement une menace supplémentaire pour la communauté et pour les personnes qui vivent déjà aux États-Unis et qui n'ont pas encore obtenu leur asile pour obtenir la citoyenneté. Après l'USAID, Pius Kennedy ne peut compter à ce jour que sur l'organisation à but non lucratif Africa Care Network. L'organisation sud-africaine de défense des droits civiques AfriForum a annoncé son intention d'adresser un courrier officiel au gouvernement des États-Unis demandant au président Trump de ne pas sanctionner les Sud-Africains au sujet des expropriations de terres. Kali Kriel souhaite que le président américain vise plutôt les responsables politiques. Les gens disent maintenant que nous avons mal informé ou désinformé le gouvernement américain. Je pense que c'est ridicule. Le fait est que le gouvernement américain dispose d'un département d'État, d'ambassades qui suivent les problèmes du pays. Et vous savez, ces gens qui nous blâment pensent que les États-Unis ne savent pas lire, parce qu'il suffit de lire la loi pour voir ce qu'elle contient. Ils ne vont simplement pas nous croire. Le porte-parole du président sud-africain a quant à lui évoqué le rôle joué par l'entrepreneur Elon Musk, né en Afrique du Sud, dans la désinformation sur la situation du pays. Nous avons eu des engagements ouverts avec Elon Musk. Donc, à la lumière de ce développement récent, il est raisonnable et logique et tout à fait important que le président s'engage avec lui afin que nous renforcions sa propre compréhension de ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous avons également fait part de notre inquiétude quant à la désinformation que nous avons constatée dans l'annonce du président Trump, mais aussi dans sa propre réponse à notre déclaration. Le président a été assez catégorique en disant que l'Afrique du Sud n'a pas de loi raciste sur la propriété. Toutes nos lois s'inspirent de notre Constitution. Les citoyens ordinaires, eux, expriment des opinions divergentes sur la question. Duduzile Zuma Sambudla, fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, est dans le viseur de la justice sud-africaine. Elle est accusée d'avoir incité aux violences urbaines qui ont fait 350 morts en 2021. La députée, qui dénonce un procès politique visant à affaiblir son père, aujourd'hui à la tête du parti d'opposition MK, rejette les accusations portées contre elle.
La justice lui reproche d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son soutien à Jacob Zuma lors des troubles, des faits réprimés par la loi sud-africaine et pouvant être qualifiés d'actes de terrorisme. Duduzile Zuma Sambudla, qui bénéficie du soutien de nombreux partisans, s'est rendue d'elle-même à la police le 30 janvier dernier. Après une première comparution, elle a été libérée sur avertissement. L'affaire a été transférée à la Haute Cour de Durban, où elle comparaîtra le 20 mars prochain. Les violences de juillet 2021 avaient éclaté à Johannesburg et dans la province du KwaZulu-Natal en réaction à l'incarcération de Jacob Zuma, condamné pour avoir refusé de témoigner dans une affaire de corruption. Un nouveau record de chaleur battu en janvier 2025. Selon Copernicus, le monde a atteint des chiffres inédits en ce début d'année. Le mois de janvier 2025 a été globalement plus chaud, d'1,75 degrés Celsius, qu'avant l'ère industrielle. Il s'agit d'un des mois où le monde a atteint ou dépassé la limite de réchauffement convenue au niveau international. En janvier 2025, l'une des particularités de la carte mondiale est le rouge vif. Il s'agit d'anomalies en rouge foncé qui indiquent un réchauffement bien supérieur à la moyenne dans l'Arctique. Nous savons donc que les anomalies observées en janvier dans l'Arctique étaient extrêmes. Elles sont de l'ordre de 20 degrés au-dessus de la moyenne climatologique. Lorsque le centre du Pacifique est particulièrement chaud, des phénomènes comme El Niño apparaissent et les températures mondiales ont tendance à monter en flèche. Le rythme des changements provoqués par l'utilisation de combustibles fossiles par l'homme est plus rapide que tous les changements enregistrés dans l'histoire de la Terre. La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est donc de loin le principal facteur contribuant au changement climatique. Ce phénomène est aussi dû à d'autres facteurs tels que la déforestation, les changements d'affectation des sols et bien d'autres. Aux États-Unis, ces fortes chaleurs ont provoqué d'importants incendies tout au long du mois de janvier en Californie. Qualifiés d'incendies les plus dévastateurs de l'histoire de cet État, ils ont causé un lourd bilan, une trentaine de morts et plus de 150 000 kilomètres ravagés.